Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Orlane Dupont, journaliste, c'est moi, donc bienvenue à chacun. Et j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir Loane Miège. Bonjour Loane. Bonjour Orlane, bonjour à tous. Donc Loane, tu es médium et guérisseuse et aujourd'hui tu vas nous parler spécifiquement d'une de tes spécialités. Tu en as plein d'autres, enfin, si on peut parler de ta spécialité, mais en tout cas tu as plein de cordes à ton arc et aujourd'hui tu vas particulièrement nous partager ton expérience ton expérience autour de la médiumité. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, merci à toi d'être avec nous. Alors, on va commencer, j'allais te dire, en préparant cette émission, on a parlé de la médiumité, ce que c'était d'être un médium. Donc, je vais citer le Larousse en ligne qui nous dit que être médium, c'est des capacités de voir le monde entre les morts et les vivants. Alors, c'est vrai que je suis restée un petit peu bouche bée devant devant cette définition. Et je me suis dit, on va d'abord parler de médiumité ensemble, on va d'abord redéfinir ou définir les deux termes sur lesquels on va partager ensemble là quelques instants. C'est qu'est-ce qu'être médium et c'est quoi la médiumité pour toi en 2023? Alors, un médium, c'est un lien, c'est un pont entre les mondes. Le monde des humains, qu'on pourrait dire aussi le monde terrestre, de la manifestation dans la matière, et puis les autres mondes qui sont beaucoup plus subtils avec des différences densités de manifestation. Certains, même si ils nous paraissent invisibles, sont quand même assez denses, alors que d'autres peuvent être très éthérés, quand même se placer sur des dimensions assez loin dans le cosmos. Donc, ça ne se limite pas uniquement à la conversation avec les défunts, mais à la conversation, le contact, l'interaction avec tout ce qui est de l'ordre de l'invisible au sens large. Et donc ça, c'est médium. Et la médiumité, du coup, comment tu affines la médiumité, du coup? Alors, la médiumnité, il y a plusieurs types de médiumnité. Il y a une médiumnité, je dirais, qui est universelle, que tous les humains possèdent. C'est vraiment cette connexion terre et ciel qui fait de nous des antennes naturelles et qui nous permet déjà de pouvoir connecter avec différentes manifestations. Et puis ensuite, viennent s'ajouter à cela des capacités extrasensorielles comme la claire-vision, la claire-audience, la claire-information, claire-émotion, clair-ressenti, clair-touché, plein de capacités extrasensorielles qui vont voilà, capter l'information dans l'invisible euh, et qui vont la restituer au médium selon le sens, en fait, ce sont des sens extraordinaires, donc selon le sens qui a été utilisé. Donc ça peut être en effet par des images, des sons, des voix, même des goûts, des odeurs, des émotions, des sensations. C'est une palette en fait très large que le cerveau va ensuite compulser et puis avec tout ça, essayer de nous transmettre une idée à peu près cohérente de ce que l'on capte. C'est large, c'est très large. On rentre dans ton monde là et on a envie de plonger dedans. Alors, par où veux-tu qu'on commence? On commence par le multidimensionnel ou par l'extrasensorialité? Tu as envie d'aller vers quelle direction pour commencer? Euh, je ne sais pas. Alors, on était parti sur le toucher, le goût, tout ça. On va peut-être y aller tranquillement. En plus, soyons D'accord. clairs, nous, on vient de déjeuner. Je ne sais pas quand est-ce que les gens, mais nous, on vient de déjeuner en tout cas. Donc, on est un petit peu dans la digestion là. Donc, moi, je viens de comprendre qu'on avait plein de capacités extrasensorielles. Mais justement, on va peut-être clarifier. Donc, ça, tu dis, on en a tous. Est-ce on en a tous, on est tous avec, on est d'accord avec ça? On est tous avec, on n'est pas. Et on n'est pas tous avec. Non, on n'est pas tous avec. D'accord. Alors, est-ce que tu peux justement nous dire, toi, ton point de vue par rapport à ça et que si on n'est pas tous avec, ceux qui en ont, comment ils le développent ou pas d'ailleurs, hein? Voilà, en fait, d'après mes recherches, parce que ce que je dis ne sort pas de théorie, mais de recherche sur le terrain, donc ça c'est important de le préciser, c'est-à-dire que j'ai étudié des centaines et des centaines de personnes. J'ai observé comment ces capacités extrasensorielles se manifestaient ou pas chez elles, et dans le temps aussi,
pour les personnes en tout cas qui n'en avaient pas au départ, s'il y avait possibilité que ces capacités extrasensorielles se présentent. Donc voilà, donc c'est vraiment une étude sur, allez, je dirais que ça fait 15 ans, voilà, une étude sur 15 ans, donc sur des centaines de personnes. Et d'après ce que j'ai remarqué, en effet, tout est en évolution, donc je ne veux pas dire que c'est gravé dans le marbre, ça peut encore évidemment bouger, mais après ces 15 ans de recherche, ce que j'ai remarqué, c'est que des personnes, en effet, naissaient avec des capacités extrasensorielles, j'appelle ça la valise magique, c'est-à-dire que toutes ces capacités sont déjà présentes à la naissance. Et il s'agit, à mon sens, d'une coloration de l'âme, c'est-à-dire que leur âme, de par sa pérégrination sur le fil du temps, s'est dotée de ces capacités extrasensorielles, que ce soit par une expérience sur une autre dimension, dans une autre type d'incarnation, si l'on peut dire, qui donne vraiment une couleur spécifique. Et là, on va parler des enfants indigo, cristal, qu'est-ce qu'il y a maintenant, arc-en-ciel, diamant, tout y passe. Je les appelle les célestes, c'est beaucoup plus simple. Il y a cette idée de venir d'ailleurs et de venir apporter quelque chose de spécifique à la planète Terre. Et donc, tous ces êtres qui ont cette coloration spécifique vont venir avec cette valise magique, avec toutes ces capacités extrasensorielles déjà bien présentes, développées, prêtes à être utilisées, même si les personnes, dans cette incarnation-ci, ont oublié comment les utiliser. Qui peut créer d'ailleurs parfois quelques soucis. Parce que c'est pas tout d'avoir des capacités extrasensorielles, il faut aussi apprendre à les maîtriser. Ensuite, il y a des personnes qui ont hérité de leur lignée familiale certaines capacités extrasensorielles, pas toutes. On a comme ça des lignées de médiums. Alors, des lignées, par exemple, de personnes qui ont la clairvision, donc qui voient l'invisible. D'autres qui, au contraire, vont être plutôt clairaudients ou qui vont avoir plutôt la claire émotion très ouverte. Donc là, on est vraiment sur un héritage transgénérationnel familial. Et puis, donc, il y a des personnes qui viennent avec aucune capacité extrasensorielle, en tout cas manifestée là, maintenant, dans cette incarnation-ci. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transmission familiale et au niveau de l'âme, en tout cas, là, ça ne se manifeste pas. Donc, voilà. Ces personnes-ci, très souvent, sont très axées sur la matière et sur la satisfaction dans les biens matériels, le confort, voilà, donc avoir par exemple une belle maison, un intérieur tout à fait charmant et confortable, posséder des biens, avoir de l'argent, avoir une bonne place sociale. Donc, ce sont des personnes qui vont plus être axées sur un statut social et un confort matériel. Pour autant, même si ces personnes sont nées dans ce contexte-ci, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça toute leur vie. J'ai vu des personnes qui sont venues me voir qui n'avaient aucune capacité extrasensorielle au départ, mais qui par un travail, une recherche intérieure, par une démarche profonde, progressivement, avec de la méditation, avec des pratiques diverses et variées, pour justement affiner leur sensibilité, la développer, eh bien, vont avoir tout d'un coup, paf, une claire vision qui apparaît, ou une claire audience, une claire information. Comme ça, d'un seul coup, un peu comme une fleur, tac, qui vient s'ouvrir quelque part, au niveau de la tête, au niveau des mains. Donc, ça veut dire en fait que tout le monde est capable d'avoir des capacités extrasensorielles. Certains vont être plus chanceux parce que ces capacités seront déjà là à la naissance, alors que d'autres devront travailler un peu plus pour les obtenir. Alors, quand tu parles des capacités extrasensorielles, moi, j'ai l'impression que je confonds du coup avec ce qu'on appelle l'intuition. Comment tu excuse-moi, hein, du coup, je te pose des questions qui me viennent, mais comment tu différencies du coup les capacités extrasensorielles avec l'intuition? En fait, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai qu'on confond souvent l'inspiration et l'intuition. Ce sont deux mouvements qui sont à l'opposé. C'est-à-dire que les capacités extrasensorielles vont pouvoir faciliter l'inspiration. Elles vont capter des informations qui sont à l'extérieur de nous pour nous les transmettre à l'intérieur. L'intuition va les chercher à l'intérieur, on pourrait dire que ce sont les messages de l'âme qui se trouvent au niveau du cœur, donc à l'intérieur de nous, pour arriver à notre conscience.
Et alors là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une capacité extrasensorielle et d'une intuition, pour qu'on Tout sente à bien fait. la différence? Tout à fait. Par exemple, lorsque nous captons un message d'un guide, par exemple le guide de vie, il s'agit d'inspiration. Donc l'information vient de l'extérieur, du guide, qui va nous la transmettre, qui va passer par une de nos capacités extrasensorielles pour nous être transmise et arriver à notre conscience. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'intuition, il va s'agir, par exemple, d'une expérience que nous avons déjà fait dans une vie antérieure et dont nous avons la connaissance. Et par rapport à un contexte particulier, nous allons dire, ah ben là, j'ai l'intuition que c'est pas bon pour moi. Mm. Parce qu'en effet, c'est quelque chose que l'on connaît déjà, on sait que c'est pas bon, et c'est notre âme qui va nous dire, là, écoute, c'est pas bon. Je dis là, mais ça, on pourrait aussi dire la sagesse intérieure Mm. qui nous transmet ce message. Donc, ce message vient bien de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mm. Donc, c'est vraiment deux choses différentes et je te remercie d'avoir bien différencié parce que c'est important qu'on parte tous un petit peu sur le même chemin là, dans cette aventure qu'on est en train de vivre. Alors, pour revenir sur les capacités extrasensorielles, donc j'ai bien compris, je résume, il y a les célestes, parce que c'est comme ça que tu les as appelés, j'ai beaucoup aimé, les lignées familiales et les héritages transgénérationnels et ceux qui n'ont pas de capacité extrasensorielle à la naissance, mais qui, s'ils le souhaitent à un moment donné, peuvent en tout cas, en faisant un travail sur eux, essayer de développer autant que possible ces capacités extrasensorielles. Alors, à quoi ça sert, j'allais dire, et à quoi ça nous sert, nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, parce que c'est, voilà, alors, on peut parler des animaux, parce qu'ils ont encore ils ont beaucoup de capacités aussi, mais là, on va parler des humains d'abord. Ces capacités extrasensorielles, elles vont servir à quoi, en fait, elles vont nous servir à quoi dans notre quotidien et concrètement? J'allais dire, à quoi ça sert d'avoir ces capacités extrasensorielles développées ou pas? Ces capacités extrasensorielles vont nous permettre de capter de l'information à l'extérieur, d'un point de vue subtil. Alors que ce soit en effet des manifestations de défunts, d'entités diverses et variées, de guides, d'êtres de lumière, après on les appelle comme on veut, ou d'autres dimensions même. Mais elles vont nous permettre de capter ces informations. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, les inventeurs, les grands musiciens, les grands philosophes, mathématiciens, quel que soit le domaine, sont tous médiums. Ils ont tous en fait capté des informations que leur on a transmises. Alors, qui transmet ça? Voilà. Mozart disait que c'était les anges qui lui aspiraient sa musique, qui lui transmettaient les notes. On retrouve Einstein qui faisait des siestes l'après-midi et qui recevait ainsi toutes ses formules mathématiques. On parle aussi de Tesla qui, lui, avait des visions de ces machines. Donc, on voit bien qu'il y a de l'information qui vient de l'extérieur, qui est transmise, qui, à un moment donné, passe par ses capacités extrasensorielles pour pouvoir être comprise et, alors, plus ou moins utilisée, suivant ce que le contexte permet. Mais en tout cas, voilà, à travers le temps, on se rend bien compte que ces capacités extrasensorielles ont été utilisées et ont permis à l'humanité d'avancer. Et toi, par rapport à ton métier, j'allais dire de médium guérisseuse, elles te servent à quoi ces capacités extrasensorielles? Elles te permettent de capter, d'ouvrir encore plus ton champ, d'affiner, j'imagine, un petit peu d'affiner des informations. Puis après, ce qui me vient quand même dans la question suivante, c'est comment on les interprète. Voilà, mais on va faire question par question. Mais voilà. Je pense, tel que je le vis au quotidien, ces capacités extrasensorielles me permettent d'être dans une forme d'harmonie et d'unité avec la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre la matière, on pourrait dire le visible, et l'invisible. Tout fait partie de cette unité. Je ne me sens pas coupée, par exemple, que ce soit même du visible, bien que ce soit un arbre, un animal, une pierre. Au contraire, je me sens reliée à tout ce qui existe, tout ce vivant. Et en plus de tout ce vivant visible, il y a aussi ce vivant qui est invisible et qui est là, qui nous entoure. Donc, en fait, cette sensation de faire un avec le grand tout,
fait partie voilà, de ce quotidien. Et ce qui change beaucoup de choses, en fait, dans la façon de percevoir le monde, de prendre des décisions aussi hein, pour soi-même, pour son chemin. C'est très important, je pense, d'avoir cette... Enfin, en tout cas, moi, ça m'est très important d'avoir cette perspective très large. Voilà. Ensuite, en tant que médium, ça me permet aussi d'aider plus facilement les gens parce que j'ai les informations qui arrivent comme ça. Pas besoin d'aller les chercher, hein. Ça arrive, alors que ce soit ce que je vais capter directement chez la personne ou ce que les aides invisibles me transmettent, ça accélère énormément la compréhension et le processus. Il y a aussi après tous les phénomènes créatifs, que ce soit dans l'écriture des livres, par exemple, hein, l'inspiration a une place immense. C'est-à-dire que voilà, eux sont là derrière moi et me disent en fait ce qu'ils attendent que j'écrive dans les livres. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un partenariat qui se met en place. Et puis après, il y a aussi l'aspect plus artistique à travers la peinture. Donc en fait, cette médiumnité, ces capacités extrasensorielles sont partie intégrante de ma vie, de mon quotidien. En fait, c'est tellement naturel que je ne m'en rends même plus compte. Mais c'est ça, tu ne te dis pas, tiens, d'un seul coup, je vais être clair. Je me moque, hein, mais je mets de l'humour parce que sinon, d'un seul coup, je vais être clairaudiente. Et voilà. C'est qu'en fait, là, c'est vraiment, bon, c'est un travail aussi, comme tu disais tout à l'heure, hein, je pense que c'est un travail enfin, ta perception, tes capacités, tu les as affinées, tu les as travaillées, tu nous as dit, tu as fait beaucoup de recherches. Alors, la question suivante était comment interpréter justement ces informations Oui. qu'on peut recevoir. Ouais, comment on interprète ces informations-là et de savoir qu'on est dans la justesse et pas dans une projection, dans un transfert. Et on sait quand même tous et toutes qu'on peut très vite être dans une projection, dans un transfert, dans un fantasme. Voilà. Notre capacité d'être humain va très, très loin. Donc, comment on fait pour interpréter, donc écouter le langage, le juste langage, et que ça soit une interprétation le plus juste possible. Comment toi, tu vois les choses et si tu as des conseils d'ailleurs pour nous aider à être le plus juste possible? Quoi que l'on capte, ça va passer donc par certains sens, certaines capacités extrasensorielles. Certains seront plus auditifs, visuels, conceptuels, ou plutôt au niveau, je ne sais pas, des odeurs, des saveurs, des émotions, etc. Donc, toutes ces informations comme ça qui vont arriver, qui vont évidemment passer par nos filtres, qui eux-mêmes sont conditionnés par notre vécu. Et ensuite, tout cette espèce de masse comme ça d'informations un peu pêle-mêle va être traitée par notre cerveau pour nous servir quelque chose de compréhensible. En effet, déjà, on voit que c'est un processus avec différentes étapes et qu'entre-temps, l'information peut être altérée. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Ensuite, il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire j'ai une information, à quoi elle me sert? Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que concrètement, je peux en faire quelque chose? Parce qu'il y a plein d'informations peut-être qui sont complètement inutiles. Ensuite, il y a, OK, cette information me parle, je sens que j'en ai besoin dans ma vie. Maintenant, on va voir concrètement ce qu'il en est. Si par exemple, j'entends, oui, un tel va avoir un accident prochainement, alors déjà, je ne le crie pas sur tous les toits. C'est la première chose. Il y a d'abord une sorte de réserve à avoir quant à l'information. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il va vraiment arriver cet accident ou pas? Bon, maintenant, si on a plus de détails par rapport à l'accident et qu'on est très proche de la personne et qu'on sait que peut-être que c'est quand elle va prendre sa voiture à tel moment, etc., on va peut-être lui dire, écoute, ce soir, reste à la maison. Mais de manière générale, voilà, on va vérifier chaque info. Et c'est par la vérification sur le terrain qu'on va y arriver. Être médium, c'est avant tout être pragmatique et rationnel. Qui paraît justement un peu dingue de dire un truc pareil, mais je suis d'accord avec toi puisque c'est valider l'info, vérifier l'info et rester le plus finalement une certaine rigidité possible en fait. Hein, en tout cas, faut rester fonctionnel. En tout cas, ne pas partir dans quelque chose d'interpréter. Voilà, c'est ce que tu disais quoi. Donc toi, tu restes très pragmatique et tu valides. Ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est par l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le risque, en effet, c'est de partir dans le monde des illusions, de se raconter des histoires très agréables, mais qui sont complètement coupées de la réalité. Ça, c'est un énorme piège. Donc, pour l'éviter, on reste très terre à terre, très rationnel.
Une info, ok. Une info, c'est juste une info. Quand on allume la radio ou le téléphone, quand on regarde les infos ou la télé ou je ne sais trop quoi, on est submergé d'informations. Est-ce que pour autant, on va prendre toutes ces informations de but en blanc? Non, on va faire un tri de ces informations. Et on va bien voir que certaines informations ne sont pas du tout utiles dans notre quotidien. D'autres, au contraire, vont nous parler, vont créer un déclic en nous. Donc, naturellement, avec les informations que nous avons, avec les technologies actuelles, nous savons le faire. C'est exactement la même chose en tant que médium. Nous devons aussi faire ce tri-là. C'est pareil. Donc, merci parce que du coup, on y voit un peu plus clair quand même dans tout ça. Alors maintenant, on va faire la question qu'on a préparée un tout petit peu, c'est médium et voyance, et puis après on ira dans le multidimensionnel. On va clarifier aussi ça parce que c'est vrai que je trouve que on confond, enfin moi inclus, hein, médium, tiens, je vais voir un médium, je vais voir une voyante, enfin c'est jamais, enfin, d'ailleurs, on dit souvent une voyante plutôt qu'un voyant, c'est marrant ça, mais c'est vraiment, quelle est la différence entre les deux et voilà, pour clarifier aussi pour nos auditeurs et puis, voilà, pour nos auditeurs, pour qu'on sache un petit peu comment toi encore une fois, ta définition et comment tu vois, toi, ces deux aspects et en tout cas ces deux métiers, si ça fait deux métiers différents. Oui, ce sont deux métiers différents, mais qui peuvent être complémentaires. Le médium, donc, c'est le pont entre les mondes. Ouais. Ça s'arrête là. Et ensuite, chaque pont va tisser des liens avec des mondes, des dimensions, pour les appeler de différentes façons. Notre vocabulaire est très limité de toute façon pour pouvoir parler de ces choses-là. Et donc, chacun aura des facilités. Il y en a qui, en effet, auront plus de facilité pour communiquer avec les défunts, d'autres seront avec les guides, d'autres seront avec certains êtres de lumière, etc., etc. Ça, c'est le travail du médium. Le voyant, lui, il voit des événements qui auront lieu dans l'avenir, ce qui est très différent en fait. Donc, il n'est pas un pont entre les mondes, mais je dirais qu'il est un pont dans le temps, dans l'espace-temps, où il va aller capter des informations qui appartiennent à un espace-temps du futur, ce qui n'a rien à voir. Et on est plus dans la voyance avec de l'événementiel qui a trait aux humains. Là, on ne parle pas de dimension, d'entité, de défunt, etc. Mais on est plus avec le monde des humains. Qu'est-ce qui va se passer aux humains dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Donc, c'est complètement différent. Par contre, en effet, il y a des personnes qui ont ces deux capacités qui deviennent alors complémentaires. Donc, à la fois une capacité de communiquer avec cet invisible et à la fois la capacité de capter des informations dans le temps. Sachant que le voyant, on est bien d'accord, c'est vraiment cette vision du futur, en fait, hein, alors que le médium n'est pas, et tu me corriges si je me trompe, de ce que je comprends, c'est que le médium n'est pas forcément il n'est pas dans un espace-temps, donc il est dans une dimension passé, présent, futur, ou d'ailleurs il n'est pas dans cet espace-temps-là? En fait, non, en effet, quand on canalise, on est en dehors du temps. D'accord, donc tu peux avoir aussi on est en dehors du temps et en même temps dans le maintenant. D'accord, oui. Donc le futur n'est pas forcément... non. Voilà, c'est pas c'est pas de la voyance en fait, hein, on n'est pas dans un futur. Exactement. Ah ouais. Super, ça clarifie encore une fois. Moi, je trouve que ça remet un petit peu les idées claires. Ça remet les idées claires, c'est super. Alors maintenant, tu nous as bien parlé du multidimensionnel. Donc du coup, on a envie d'aller avec toi parce que on a envie d'y aller là dans le multidimensionnel. Alors, on n'est pas obligé d'aller partout parce que je pense qu'il y a tellement de dimensions, en tout cas de ce que toi tu as expérimenté. On va peut-être pas pouvoir parler de tout, mais quelles sont les dimensions d'abord dont tu as envie de nous parler? Voilà, qui sont importantes pour nos auditeurs, hein, peut-être des choses que tu as découvertes, ou voilà, et peut-être qu'est-ce que tu as envie de nous partager dans ces autres dimensions là tout de suite maintenant? Peut-être celle qui est la plus proche de nous, ce qui est le plus simple, et que malheureusement beaucoup de monde ne connaît pas, ou en tout cas a une vision très théorique de la chose. Je dirais c'est le guide de vie qui nous accompagne, donc à partir de la décision d'incarnation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand nous étions dans l'au-delà, notre petite âme a choisi de faire un partenariat avec une autre âme. Donc nous, en tant qu'être incarné dans un corps humain, et l'autre âme en tant que guide de vie. Donc là, nous faisons un partenariat, chacun d'un côté du voile, et nous allons comme ça faire tout ce chemin ensemble, dans cette vie-ci, jusqu'au bout, c'est-à-dire que cette âme, ce guide de vie qui nous accompagne, va aussi nous accompagner
lorsque nous ferons ce passage en l'au-delà, nous traverserons le fameux tunnel porte de lumière pour aller repartir en tant que petite âme, expérimenter autre chose. Donc là, tu es en train de nous dire qu'on n'est jamais seul, en fait. À partir du moment où on a décidé de naître sur Terre, tout le monde, et ça, par contre, c'est pas que certains, on a tous un guide de vie. Tout à fait, absolument, tout le monde. Tout le monde. Et je trouve que la vie est quand même extraordinaire parce elle nous permet de pouvoir goûter à toutes ces facettes, aussi bien non visibles qu'invisibles, dans la matière que comme plus subtile. Et souvent, ce qui nous empêche de pouvoir aller toucher toutes ces saveurs, c'est de l'ignorance, parce qu'on ne sait pas que ça existe. Et à partir du moment où on sait que ça existe, tout d'un coup, c'est tout un univers qui s'ouvre. Et c'est vrai que ça devient assez extraordinaire. On se dit, waouh, la vie est extraordinaire. Et c'est vrai, elle l'est. Et ce guide de vie, il est là aussi pour nous le rappeler. Parce que lui, c'est notre premier interlocuteur dans le monde invisible. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous passer en premier lieu les messages, s'il y en a besoin. Quand nous étions là-bas dans l'au-delà, nous avons fait une sorte de contrat, si on peut dire. Donc lui, son rôle, c'est de nous rappeler ce que notre âme a choisi d'expérimenter sur Terre, quitte à nous mettre de temps en temps quelques petits coups de pied aux fesses pour nous ramener dans ce chemin que nous avons choisi de vivre, pour nous réaligner. Et de son côté, le guide de vie apprend aussi à travers nos expériences. Donc, à chaque fois que nous faisons un pas dans notre vie, nous lui permettons aussi de faire un pas de son côté. Donc, nous évoluons ensemble. Donc, raison de plus pour lui parler, pour lui demander, pour voilà, interagir régulièrement avec lui. Et ce guide de vie, alors, ce guide de vie, il se présente comme une grande masse vibratoire, comme une colonne de lumière, dans sa forme pure. Mais il peut se transformer pour attirer notre attention et être plus facilement compris par notre capacité, capacité à conceptualiser, on va dire ça comme ça. Parce que nous avons un cerveau qui fait d'une certaine manière et qui parfois peut être limité pour conceptualiser tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Donc, le guide de vie va passer par différents moyens pour y arriver. Par exemple, si nous sommes touchés par des croyances chrétiennes, il va pouvoir se manifester sous la forme d'un ange. Si nous sommes plus dans un chemin où on a des croyances animistes, il va prendre par exemple la forme d'un animal. Ou bien, il peut aussi prendre la forme de la personne, parce que très souvent avec le guide de vie, nous avons tout un vécu en commun depuis très longtemps, nous sommes très très proches, et il va prendre donc la forme de la personne, la dernière personne en tout cas, avec qui nous avons une expérience de vie dans une vie antérieure. Pour nous dire, et je suis là, regarde, souviens-toi, je suis là. Nous sommes ensemble sur ce chemin, tu n'es pas tout seul. Donc, allez, on y va, on s'épaule et on y va, on avance. Mais tu sais comme moi qu'il y a plein de gens qui disent je le sens pas, je le vois pas, comment être en lien avec donc c'est cette ignorance un peu, enfin cette ignorance. Il y a ceux qui ignorent et puis il y a ceux qui cherchent indéfiniment un guide de vie ou leur guide et qui ne le trouvent pas. Quels sont j'allais dire les trucs astuces, c'est pas très sympa de dire ça, mais en tout cas, quand même un petit peu, comment, quand on a l'impression de chercher, de pas trouver, comment on va justement laisser de l'espace, de la place pour écouter et entendre ce guide de vie qui nous parle. Alors, toujours, allons dans ce qui est le plus simple. Avant de faire appel à des sens comme la clairaudience ou la clairvision, parce que tout le monde je veux voir mon guide. Ça, c'est le truc qu'on entend chaque fois, je veux le voir. C'est dans une société qui est très axée sur le visuel, il y a des images partout. Il n'a pas de profil Instagram encore. Voilà, c'est ça. Avant d'arriver jusque-là, d'abord, on va le toucher. Et ça marche très bien généralement. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Il suffit pour cela, donc le guide de vie est toujours présent sur le côté à droite, pour tout le monde. Colonne de lumière sur le côté à droite avec un lien
qui le relie à nous, parce qu'il y a des liens qui sont placés de manière très fonctionnelle et particulière sur notre corps. C'est pas pour rien. Là, il va se placer ici, en fait, hein, derrière l'oreille, à cet endroit. Et ça correspond, en fait, cet endroit à l'oreille interne, notre capacité, donc, en tant qu'être humain, à nous repérer dans l'espace. Et c'est drôle, hein, vraiment, il y a toujours cette corrélation entre la fonction de l'entité, donc là, un guide de vie, et la fonction physiologique. Parce que le guide, en effet, nous permet de nous repérer sur notre chemin de vie. Donc, on est vraiment là-dedans. Et donc, il est là, il est sur le côté. Mais c'est vrai que communiquer avec lui en tournant la tête, c'est pas très, hein, c'est pas très pratique. Donc, on va lui demander de venir devant nous, tout simplement. D'accord. Et une fois qu'il est devant nous, eh bien, il suffira d'ouvrir les bras et de ramener les deux mains, jusqu'à sentir quelque chose de particulier au niveau des paumes des mains. Et chacun ressent à sa manière. Donc, on ne va pas pouvoir dire il faut ressentir ceci ou il faut ressentir cela. Chacun a sa propre grille de lecture. Donc, pour certains, ce sera des picotements. D'autres, ce sera par exemple une sensation de courant d'air, de chaud, de froid, de densité. Ça peut être aussi parfois un peu douloureux. Il y a des crispations au niveau des mains. Donc, en même temps, c'est aussi une façon. Quand on va toucher la visible, c'est aussi une façon d'apprendre aussi à se connaître, puisqu'on va créer notre propre grille de lecture en fonction de nos propres ressentis. Donc, et une fois qu'on est ici, là, je vais demander de venir devant moi. Paf. Je vois un petit peu à l'écran, mais en fait, il est plus grand, donc je dois de se restreindre un peu pour que ça passe dans l'image. Alors, moi, je vois pas tout, hein, et puis bon, voilà. Mais si tu me dis qu'il est là, je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que les personnes qui nous écoutent ou qui nous voient pourront faire l'expérience en même temps, de leur côté, sachant que c'est une expérience, bien entendu, reproductible à souhait. Et une fois donc, que nous sommes en contact comme ça avec notre guide de vie, eh bien, nous pouvons commencer à converser avec lui. Avec des questions toutes simples. Réponse oui, non. Réponse positive, sa masse vibratoire augmente de volume, nos mains sont poussées vers l'extérieur. Réponse négative, c'est le contraire. Hein. Sa masse vibratoire, le volume diminue, donc nos mains sont ramenées l'une vers l'autre. Et avec ce simple geste d'ouverture ou de fermeture, si l'on peut dire, hein, entre nos mains, eh bien, nous avons déjà des réponses oui ou non. C'est un bon début. Et plus nous allons communiquer avec notre guide, plus nos sens vont s'affiner et plus nous allons capter d'autres informations jusqu'à arriver à une conversation comme avec un bon ami. C'est de l'entraînement, tout est l'entraînement. C'est de l'entraînement et ça va permettre, une fois qu'on a bien expérimenté régulièrement avec ce guide de vie, j'allais dire, l'idée, c'est qu'il nous puisse vraiment nous donner des indices, des informations qui vont nous aider à être sur le bon chemin. Enfin, normalement, c'est à peu près, enfin, non, c'est ce que tu disais, hein, c'est pour nous aider. Et les infos, justement, c'est arrivé à. Alors, j'imagine, si par exemple quelqu'un est en train de faire un travail et puis il entend le guide qui lui dit change de vie. Il fait quoi là? Il se dit, je vais voir Loane, je valide, je fais quoi? Voilà. Eh ben, peut-être qu'il serait temps pour lui déjà de faire un break. Peut-être, pourquoi pas, de s'inscrire pour une retraite dans un lieu tranquille, hein. Des monastères divers et variés qui peuvent très bien faire l'affaire, ou une cabane au fond des bois, pour faire le point sur sa vie. Déjà, ne serait-ce que ça. Et voir en effet si cette phrase change de vie a du sens ou pas. Est-ce qu'elle est en accord avec son contexte ou est-ce que c'est juste, parce que ça pourrait être aussi le cas, une entité malveillante qui essaie de s'amuser avec. Donc, toujours ce discernement et voir si ça a du sens ou pas, si c'est cohérent pour nous ou pas. Est-ce qu'au niveau du ressenti intérieur aussi, est-ce qu'on sent que cette information crée une ouverture, un peu comme quand on communique avec le guide de vie, ou au contraire une fermeture? Voilà, observer en fait tous ces mouvements en nous et voir si en effet cette information vaut quelque chose ou rien du tout. Et je me demandais, quand les gens disent j'ai ma petite voix qui me dit quelque chose, est-ce que toi tu dirais que cette petite voix c'est le guide de vie ou c'est autre chose encore? Ah. Parce que si tu m'as montré l'oreille, je me dis mais les gens qui parlent j'ai ma petite voix, je me dis bon alors
une question piège, hein. C'est juste, encore une fois, d'essayer de voir s'il y a des différences et peut-être nos auditeurs vont, voilà, se posent aussi cette question de cette petite voix ou le guide de vie. Oui, alors en effet, la petite voix, ça peut être différentes choses. Mhm. Une première chose, c'est est-ce que cette petite voix a la même voix que nous? Mhm. Ou est-ce que c'est une voix différente? Si c'est la même voix que nous, il y a de grandes chances pour que ce soit notre sagesse intérieure qui s'exprime. Parce elle est là, elle aussi, elle a des choses à raconter. Après, si cette voix est différente de la nôtre, par son ton, par sa façon de parler, ça peut être en effet le guide de vie qui nous raconte des choses. Mais encore une fois, je dis attention, parce que ça peut être aussi d'autres entités. Alors, ça peut être des guides enseignants merveilleux qui sont là pour nous transmettre que des belles choses, mais ça peut être aussi des entités malveillantes qui viennent jouer, qui viennent nous mettre sur les chemins de traverse. Donc, toujours avoir cette vigilance et ce discernement. Alors, tu parles à des entités malveillantes. Il y en a, ça c'est un fait. Voilà, il y en a. Comment on fait justement pour donc tu nous parles d'expérience et de discernement. Comment on peut faire justement pour avoir ce discernement entre l'entité malveillante et comment on peut. Est-ce qu'il y a des points particuliers où on peut reconnaître des entités malveillantes? Est-ce qu'il y a des choses où voilà, en fonction de ce qu'elles vont dire, on peut se dire là, c'est vraiment pas le guide de vie, c'est pas non plus voilà, c'est vraiment une entité malveillante. C'est quoi les points les points où il faut de vigilance, j'allais dire, pour les reconnaître. D'après mon expérience, la première chose, c'est apprendre d'abord à se connaître soi-même. Parce que ces entités malveillantes vont passer par nos failles. Et donc, si nous connaissons nos failles, nous allons plus facilement les déceler. Si, par exemple, notre faille, c'est la colère, elles vont tout faire pour appuyer notre colère et pour qu'on se mette dans des colères monstres pour 3 fois rien. Et elles savent très bien faire. Mais si on a ce regard sur nous-mêmes pour dire, OK, j'ai un souci avec la colère, on va pouvoir désamorcer la situation, se rendre compte que cette colère qui est décuplée, à un moment donné, ne nous appartient pas ou plus, qu'elle est poussée, et faire le nécessaire pour faire le nettoyage. Donc, c'est d'abord apprendre à se connaître, apprendre à justement à bien déceler ses propres failles pour voir par où ces entités malveillantes peuvent passer. Et puis ensuite, c'est le discours aussi de ces entités malveillantes qui peut nous surprendre, qui peut sonner faux. Elles vont généralement être soit dans la flatterie, soit au contraire dans la dévalorisation. Et à ce moment-là, en effet, c'est tellement à côté de la plaque, j'ai envie de dire, que ça paraît louche et forcément, ça peut pas être ni notre sagesse intérieure, ni des êtres qui sont autour de nous et qui souhaitent notre bien. Et ces entités malveillantes, elles sont, d'après toi, présentes dans toutes les dimensions, justement, ou c'est dans des dimensions particulières, plus proches de l'être humain, justement, elles sont plus présentes, et puis plus on va dans des dimensions, on va dire, éloignées ou loin, elles sont moins présentes. C'est quoi ta perception aujourd'hui de ces entités malveillantes? Ces entités malveillantes, elles sont dites d'une manière générale évoluer dans ce qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, l'astral, en fait, c'est une dimension vibratoire qui est assez large, hein, qui a un spectre. Et dans ce spectre, un petit peu comme au niveau de la couleur, hein, quand on regarde les couleurs, il y a des couleurs, on va dire, de basse fréquence et des couleurs de haute fréquence. Ça, c'est le spectre de lumière hein, classique avec en bas le rouge, hein, le rouge sombre, et puis quand on va vers le haut, le violet. C'est exactement le même principe d'un point de vue subtil. Donc, cet astral, il va y avoir des basses fréquences, des moyennes fréquences et des hautes fréquences. Ces entités malveillantes vont évoluer donc au niveau des basses fréquences. Parce que ce sont des fréquences, en fait, qui leur correspondent. Hein, c'est une question de résonance. Pour autant, le plan terrestre, d'après ce que j'ai compris, ne leur correspond pas du tout. La grande majorité de ces entités malveillantes ont été importées par des humains tout aussi malveillants qui voilà, à un moment donné, ont fait des rituels, des cérémonies, ont ouvert des portes de dimensions avec des textes puisés dans des grimoires, avec des différentes traditions. Et donc, elles ont comme ça importé ces entités sur le plan terrestre pour les utiliser à leur fin.
L'humain a un temps de vie quand même qui est très court par rapport à ces entités. Et l'humain décédant, ces entités se retrouvent un peu coincées sur Terre et essaient de se débrouiller comme elles peuvent. Et notamment, vont se nourrir sur les humains, parce qu'à un moment donné, elles ont faim. Et elles vont chercher de l'énergie là où il y en a, donc sur les humains. Et là, elles vont se nourrir d'énergie de peur, de colère, de frustration, de tristesse, donc toutes ces énergies en fait qui sont elles aussi de basse vibration. Donc il y a quelque chose comme ça d'assez, comment on pourrait dire, à la fois pas naturel et pas juste aussi, j'ai envie de dire, dans le fait que ces entités soient présentes et malgré elles contraintes dans un milieu qui ne leur correspond absolument pas, où elles sont aussi finalement en souffrance. Et même si pour nous, en effet, leur présence est désagréable et peuvent même nous pousser parfois, parce qu'on voit des personnes comment dire, qui s'effondrent ou qui vont dans des comportements qui sont vraiment pas corrects, poussés, influencés par ces entités. Malgré tout, ces entités demandent à être aidées. Et notre rôle aussi, surtout si on a des capacités extrasensorielles, si nous avons cette sensibilité médiumnique, à un moment donné, c'est de permettre à ces entités de retrouver leur dimension d'origine, de les libérer de ces vieux contrats pour qu'elles puissent retrouver une évolution dans leur monde comme il se doit. Oui, donc ça, c'est la partie, j'allais dire, pour ceux qui sont en capacité d'eux, mais on peut, et c'est ça qui est rassurant, c'est qu'en fait, c'est d'entendre ce que tu viens de dire, c'est qu'elles sont aussi en souffrance et que et que dans ces cas-là, se faire aider pour les aider elles aussi à les faire passer là où elles vont être bien finalement dans leur dimension où elles vont être bien. Alors, dernière question avant de te quitter. Tu parlais de guide de vie qui était qu'on repérait avec ce canal de lumière très lumineux. Et du coup, ce qui m'est venu, c'est pour les personnes qui sont aussi dans un système de croyance d'être en lien avec la source ou avec le grand tout, enfin bon, bref, ou avec Dieu, peu importe comment on l'appelle, mais quelque chose qui est bien plus haut que nous. Comment et qui a souvent dont on parle avec des mots qui sont restreints, comme tu disais tout à l'heure, où on parle beaucoup de lumière aussi. Comment on peut différencier qu'on est en lien avec notre guide de vie et avec plus grand, avec le grand tout, et comment tu différencies ces deux choses? Parce que ce qui m'a interpellée, c'est quand tu as parlé de lumière, en fait. Et je me suis dit, bon, il peut y avoir une confusion. Donc, quel est ton point de vue, toi, par rapport à ça? Un guide de vie est un individu, une âme différenciée. Donc, qu'on va pouvoir peut-être même nommer, qu'on va pouvoir ressentir dans son individualité. Quand on parle de grand tout, on n'est plus du tout dans l'individu. On est dans une forme d'omniprésence qui nous dépasse, en effet. Et en fait, là, il s'agit plus d'un... comment on pourrait dire ça? C'est à la fois un état d'être, puisque ça nous met dans un certain état. En même temps, si on peut avoir cet état d'être, c'est parce qu'on va toucher un espace qui existe déjà. Donc, un espace, en effet, qu'on pourrait dire haut en vibration. Sachant que dans notre aura, nous avons aussi le corps spirituel et le corps divin qui sont porteurs de ces vibrations-là. Donc, nous avons déjà tout en nous. Le tout, c'est de pouvoir y accéder et l'incarner. Donc, il s'agit plutôt à la fois d'un état d'être et d'une forme d'omniprésence. Donc, on n'est plus dans l'individu, mais dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et l'état d'être, quand même, c'est un état d'être. L'état d'être, c'est comment tu le détaillerais, cet état d'être? C'est d'être dans une certaine plénitude, d'être dans une certaine sérénité. C'est ça l'état d'être pour toi ou Non. 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 Ouais, heureusement que je te faut être clair. Faut être clair. Il y a plusieurs paliers possibles. Donc, en effet, il y a le palier de la sérénité, de plénitude, etc. Ça sont les premiers paliers. C'est la base, quoi. Enfin, c'est juste pour pouvoir aller plus loin. Si en effet, on n'a pas le calme en soi, ça va être compliqué d'aller plus loin. Quand on touche cet état, déjà, le temps n'existe plus et nous n'existons même plus en tant qu'individus.
C'est-à-dire que notre personnalité est complètement disparaît. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace tel qu'on peut le conceptualiser. On n'est rien et tout à la fois. Et il y a ce sentiment intérieur que nous n'avons plus besoin de manger, plus besoin de boire, plus besoin de rien, puisque de toute façon, nous ne sommes plus, nous sommes au-delà. Et en même temps, nous ne sommes rien. Et dans cet état-là, il y a... en fait, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à projeter quoi que ce soit ou à faire un vœu, une prière. Il y a rien. Il y a juste, c'est juste être là. C'est tout. Et encore même pas parce que c'est là, il y a nulle part. Donc, en effet, on voit bien que les mots sont limités. Par contre, parfois, ce qui se passe d'un point de vue physique, c'est que quand on touche cet état-là, avec tous les paliers pour y arriver, il y a un tel amour qui nous submerge. Il y a une telle intensité intérieure que les larmes commencent à couler toutes seules. Et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'en effet, la raison n'a plus rien à voir là-dedans. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et le corps, en fait, va plutôt avoir ce type de réaction-là, sans qu'il y ait aucun contrôle d'ailleurs sur ces larmes. Et de cet amour, ensuite, il y a cette vacuité. En fait, il s'agit de vacuité. Oui, oui, oui. Je n'osais le prononcer, mais je suis d'accord avec toi. Ce qu'on appelle la vacuité, qui est le vide et en même temps le plein à la fois. Donc, c'est cet état-là. C'est ça. Et mais par contre, moi, je conseille franchement les paliers. Oui. Alors, je te confirme que je crois que c'est mieux pour chacun d'entre nous, mais pour être dans une progression de toute façon, et puis d'une lenteur aussi d'intégration, me semble-t-il. Oui, parce que et puis les conséquences peuvent être un peu violentes. Moi, c'est un état que j'ai rencontré de manière complètement imprévue en 2003, j'ai fait ce premier voyage en Birmanie. Après, j'y suis retournée, mais voilà, ce premier voyage a été très, très fort. Le premier jour, on arrive en Birmanie, donc je suis allée à la Pagoda Pedagone, etc. Et quand je me suis assise devant le grand stupa, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans cet état. À l'époque, en 2003, on ne parlait pas de ces choses-là. Donc, je ne comprenais absolument pas ce qui s'est passé. Je suis revenue dans mon corps parce que j'ai été dérangée de cet état. Donc là aussi, il n'y a pas eu de processus progressif de retour dans le corps physique, ce qui fait que le lendemain, je me suis retrouvée handicapée. C'est-à-dire que je devais aller faire une visite, j'ai pris un vélo. Le vélo, en fait, j'ai pas pu pédaler grand-chose. Mon corps, en fait, a complètement lâché. Je suis tombée, comme ça, le vélo a fait chponk. Et mon corps ne réagissait plus. C'est-à-dire que j'avais à peine les yeux, je pouvais à peine bouger les paupières, je ne pouvais même plus parler, mon corps ne réagissait plus. Je me suis complètement fait sur moi, hein, pipi, tout le reste, hein, pour vous dire, non, c'est pour dire à quel point ça peut être violent en fait. Et ensuite, il a fallu me porter parce que je ne pouvais plus marcher, il a fallu m'aliter. Heureusement, il y a une petite dame, parce qu'en Birmanie, apparemment, ils sont beaucoup plus familiers de ce genre de situation que chez nous. Donc, elle s'est occupée de moi. Tout de suite, elle a compris. Elle m'a dit, hop, elle a dit, hop, 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 il faut l'installer. Faites-moi du thé, du sucre, etc. Et elle m'alimentait à la cuillère avec du thé vert sucré. Et elle a veillé sur moi jusqu'à ce que je retrouve un peu... mais je suis restée handicapée pendant, je ne sais plus, 2 jours, quoi. Enfin, il a fallu progressivement, j'ai retrouvé mes mouvements, mais j'étais complètement handicapée. Donc, ça a été très violent. Mon corps, en fait, n'a pas supporté ce retour. Il y a eu telle différence vibratoire entre l'état dans lequel j'étais et l'état incarné, physique, que ça a fait, en fait, comment on appelle ça? Un court-circuit, en fait. Ça a pété, ça. Voilà. Il y a eu un choc. Il y a un gros choc. Et ça peut être assez terrifiant. Là, j'en parle comme ça tranquillement, mais quand j'étais dans un état où je ne pouvais absolument plus bouger, je me disais quand même, là, je suis mal barrée. Je suis dans un pays, à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de médecins. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Heureusement, il y a eu ce petit ange, cette petite dame qui s'est occupée de moi, mais à un moment donné, il y avait quand même un gros vide à l'intérieur. Hein.
Oui, donc on va conseiller les paliers. Voilà, ça sera plus doux pour chacun dans son chemin de vie aussi, dans son chemin d'âme, si on peut dire ça. Loane, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, enfin mon invitation. Tu as écrit plusieurs livres, ils sont tous aux éditions Exergue, et celui qui correspond un petit peu plus, j'allais dire, à cette rencontre, c'est comment apprivoiser et développer sa médiumnité. Voilà, donc que je vous conseille. Et puis je vais vous mettre en lien évidemment ton site internet et toutes les infos utiles pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Merci beaucoup, Loane. Je te souhaite plein de belles choses, plein de bonheur et de soleil dans ton cœur et dans ta maison. Et merci de nous apporter ton soleil. Voilà, de nous apporter toujours ce soleil, parce que tu es un soleil vraiment pour beaucoup de gens. Et pour moi en particulier, je trouve que tu es un vrai soleil. Voilà, avec ton sourire que j'aime énormément. Merci, merci Orlane, merci À et bientôt. merci à tous. Merci.